Ça va me faire bizarre de me présenter à toi. Ah oui, je sais bien. Donc, je m'appelle Alexis Pinault. Je suis l'ancien cofondateur et fondateur maintenant de l'agence Waldo, qui est une agence du coup d'influence marketing. On est spécialisé et indépendant en influence marketing. Si tu veux, je pourrais préciser un petit peu, mais tu connais bien le sujet. Vas-y, précise, n'hésite pas à dire ce que vous faites Ouais. chez Waldo. Ok. Alors, spécialisé dans l'influence marketing parce que c'est vraiment notre cœur de métier, même si aujourd'hui, il y a plein de petits métiers autour, on va dire, qui se greffent à ça. Mais voilà, c'est vraiment ça, notre cœur de métier de base. Et indépendant, parce qu'on est indépendant de toute plateforme, donc on n'a pas d'affiliation particulière avec YouTube, TikTok, Instagram, les podcasts, des choses comme ça. Et indépendant également parce que on peut travailler avec tous les influenceurs. On n'a pas des contrats d'exclusivité avec que certains influenceurs, ce qui nous limiterait dans le choix qu'on a à faire pour nos clients, quoi. Voilà. Et à côté de ça, moi, je suis aussi créateur de contenu. Pas influenceur, enfin, ou alors très petits influenceurs, très petits influenceurs. Non, je suis créateur de contenu sur des choses qui m'attirent comme la photo, la vidéo, le développement personnel, des choses comme ça. Voilà, pour résumer un petit peu. Tu penses que ça te sert d'être créateur de contenu en travaillant dans l'influence? Ouais, ça me sert beaucoup. Ça me sert beaucoup pour plusieurs raisons. D'un point de vue réseau, déjà. Ça arrive qu'on contacte la boîte par des vidéos qu'ils ont vues sur ma chaîne. Ça arrive que des youtubeurs, ça m'est arrivé la semaine dernière, qu'un youtubeur que je contacte un youtubeur et qu'il me dise: Ah, mais je te connais, j'ai déjà vu tes vidéos. Trop cool. Alors ça fait trop plaisir. Du coup, il y a un lien de proximité forcément qui se crée parce que voilà, même moi, quand j'échange avec des influenceurs, souvent, je fais des liens avec ce que je crée à côté et je leur dis: bah oui, je connais bien ta problématique parce que ça. Et du coup, le lien est, enfin, la glace est plus vite brisée parce que justement, on sait de quoi on parle tous les deux. Je suis pas juste un commercial qui vient le démarcher pour négocier avec lui. Je suis quelqu'un qui est dans son milieu et avec qui j'échange. Et puis d'un point de vue client, souvent il y a plein de petits détails techniques auxquels il faut penser, notamment au rendez-vous en fait, quand juste on est dans la phase de découverte entre l'agence et le client. Il me dit: oui, mais les swipe up, c'est à partir de combien d'abonnés? Est-ce que les vidéos YouTube, on peut recommander d'autres vidéos derrière? Est-ce que les GTV, on peut les partager alors que c'est pas nous qui les avons faites? Des petits trucs comme ça. Alors, il y a des experts du marketing qui le savent, mais il faut vraiment être courant de toutes les dernières fonctionnalités, faire sa veille, etc. Ce qu'on fait aussi, évidemment. Mais le fait de le pratiquer tous les jours, on sait concrètement, étape par étape, comment réaliser ça. Et puis, à côté de ça, pour valoriser aussi le travail des influenceurs, enfin des créateurs de contenu, on sait également combien de temps ça prend d'écrire une vidéo, de la tourner, de la monter, des choses comme ça. Parce que quand on le fait soi-même à côté, on sait exactement ce que ça prend comme temps, quoi. Voilà. Donc Ouais. oui. Et puis peut-être que ça t'aide aussi pour trouver des idées un peu créatives, de connaître un peu les dernières Ouais, fonctionnalités. ouais. Parce que Alors, je pense que c'est pas nécessaire d'être créateur de contenu pour avoir des idées créatives. ouais, c'est pas faux. Euh, je pense qu'il y a des gens, tu vois, qui travaillent dans le marketing ou quoi, qui sont hyper bons là-dedans, qui n'ont pas forcément besoin de le faire eux-mêmes. Euh, Après, moi, alors ça, c'est vraiment mon cas perso. Je sais que je suis plus créatif dans la contrainte. Euh, Hmm. Tu vois, et le fait de me dire: ah sur ma chaîne YouTube perso, je vois que ça s'essouffle un peu. On en parlait tout à l'heure en off tous les deux, mais tu vois, je suis en train de chercher des mécanismes pour parler à l'audience différemment, lui apporter une valeur ajoutée en plus, etc. Ça, c'est pas des choses auxquelles j'aurais réfléchi si j'avais pas de chaîne YouTube. Et peut-être, je sais pas, mais peut-être que demain, dans une reco que je vais faire pour un client, ça me servira. Mais c'est pas sûr, tu vois. Et je pense qu'il y a des gens qui pourraient y penser sans avoir une chaîne YouTube. Mais Hmm. moi, le fait de m'imposer des contraintes, entre guillemets, à créer du contenu à côté, ça va me permettre d'être plus créatif aussi, je pense, pour les clients. Donc pour mon cas, oui, mais je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Ce que j'entendais aussi, c'était
par exemple, moi, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Instagram à titre personnel. Mhm, mhm. Et quand je suis arrivé chez Impala, bah, j'ai redécouvert Instagram, tu vois, genre toutes les nouvelles fonctionnalités. Et enfin, je me dis que si je reste trop longtemps, genre là, ça faisait même pas quoi, 4, 5, 6 mois que j'avais pas Mhm, utilisé Instagram régulièrement, bah, tu as plein de nouvelles fonctionnalités mhm. qui sont apparues. Ils innovent, je dirais peut-être toutes les semaines, voire toutes les Ouais. 2 semaines, avec soit des fonctionnalités mineures, mais aussi des fonctionnalités majeures ou des refontes de l'interface. Et si t'es pas au courant et si t'as pas l'habitude d'en faire, peut-être que tu loupes des opportunités pour ton client, tu vois. C'est Ou un peu même sur comme... Snapchat, Ouais. genre j'ai redécouvert Snapchat il y a 2 jours et Mhm. bah, maintenant tu peux trouver des influenceurs ultra Ouais. simplement, tu peux trouver Ouais. ils ont fait des nouvelles séries et tout. Enfin, Mhm. j'étais pas au courant, je me dis j'ai loupé potentiellement des trucs. Ouais. En fait, c'est un peu comme quand tu es en cours, tu vois, tu as la partie pratique et la partie théorique. Et Hmm. moi, à travers la veille, ça m'a beaucoup fait avec Tinder, tu vois, c'est marrant. Mais j'avais arrêté d'utiliser Tinder pendant 4 ans, mais je faisais toujours de la veille. Alors, pas sur Tinder, tu vois, mais sur les réseaux en général. Et j'avais l'impression de connaître Tinder à travers la veille que je faisais. Je n'avais pas l'application, tu vois, mais j'avais des articles, bah, ils intègrent les snaps, ils intègrent ça, voilà à quoi ça ressemble. Je regardais des tutos, des trucs comme ça pour rester au courant, tu vois, de l'application en général, comment elle fonctionnait, le business model, tout ça, c'était purement professionnel, tu vois. Mais le jour où j'ai réutilisé Tinder, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, en fait, je me suis senti vieux parce que la dernière fois que j'avais utilisé, c'était il y a 5 ans, tu vois. Et même si si tu veux, je pense que j'y suis allé d'un point de vue moins novice que quelqu'un qui ne savait pas du tout à quoi correspondaient les fonctionnalités. Mais entre l'utilisation et la théorie que j'en avais, il y a quand même une différence. Tu vois, t'as toutes les petites actions qui te font faire, euh, comment dire, tu sais, euh, Qui pour sont te, naturels pour te finalement quand tu stimuler. Tu sais, ouais. tous les petits hacks qu'ils ont pour te stimuler, pour te refaire revenir, des trucs comme ça, que tu peux connaître en théorie, mais que tu vois pas enfin, que tu ressens pas si c'est pas toi qui le fais. Tu vois. Et je Ouais, pense je vois. que dans la stratégie qu'on crée, il faut aussi beaucoup de ressenti, tu vois. Nous, des fois, on a des idées de mécanique ou de choses comme ça dans l'influence et on se dit, je le sens pas, tu vois. Il y a un truc où moi, je serais à la place de l'utilisateur ou à la place de l'influenceur d'ailleurs, je ne serais pas à l'aise avec ça parce que, tu vois, c'est pas les codes de la plateforme, c'est pas... Et je pense que ça peut s'expliquer théoriquement, mais c'est peut-être un peu compliqué à prouver théoriquement, tu vois, mais vraiment, au niveau ressenti, il faut être utilisateur pour le faire, tu vois. Un Hmm. concept de vidéo pour un influenceur qu'on peut vendre qui est trop compliqué pour lui, il faut qu'on puisse le ressentir en amont en se disant, l'influenceur, bah, il va pas aimer faire ça, tu vois, parce que c'est pas... Il y a un truc qui va pas, tu vois. Il apporte pas assez de valeur ajoutée ou des trucs comme ça. Donc, je Hmm. pense que ça sert sur ce point-là. Ouais. Ok. Ouais, totalement. Et, euh, et toi, d'ailleurs, sur les concepts d'influenceurs, tu recommandes de tout penser en amont avant d'intégrer l'influenceur? Comment ça se passe? C'est compliqué. En fait, il y a différents types d'influenceurs. Il y a différents types de campagnes. Tu as des influenceurs, notamment, tu vois, je prends l'exemple d'une campagne récemment où on vend un concept général. Tu vois. euh, qui était assez complet parce qu'on savait ce qu'on voulait à la fin, tu vois. Mais ce qu'on a bien fait retenir au client, c'est que le but, c'était de faire passer tel message et que ça, c'était notre objectif, tu vois. Enfin, que l'objectif, là, c'était de la notoriété, etc. Mais qu'on voulait vraiment faire passer telle info, tu vois. Et on l'a vendu sous forme de concept. Euh, on a eu donc 4 influenceurs sur cette campagne. Et en fait, il y en a une qui a vraiment 100% respecté le concept, tu vois, mais vraiment à la lettre, et c'était pas fou. Donc on l'a retravaillé, on a accompagné l'influenceuse pour l'aider à refaire le truc, etc., sous une autre forme. En fait, ce qu'on a besoin, c'est de vendre. En fait, on a besoin d'un concept pour que le client puisse se projeter, mais après, il faut s'adapter à chaque personnalité d'influenceur. Et là, elle, par exemple, c'était une de ses premières campagnes d'influence en tant qu'influenceuse. Et elle a voulu très bien faire, quitte à perdre un peu
son humanité, enfin pas son humanité, pardon, sa personnalité. Sa personnalité. Et, et c'est ce qui manquait en fait dans la vidéo qu'elle nous a envoyée, tu vois. Donc on l'a plus accompagné sous forme, bah, reste toi-même. Qu'est-ce qui te dérange à faire ça? Elle me dit, bah là, je suis pas très à l'aise sur cette partie. Bah, c'est pas grave, tu vois. Nous, on sait qu'on doit garder ce message et ces valeurs à la fin. On fait valider au client, toujours avant de faire un truc qui n'était pas vendu à la base, tu vois. Mais co-créer en fait avec l'influenceur, c'est ça qui va nous permettre d'améliorer le concept. Si avec les 4 influenceurs, on avait fait 4 fois le même concept, c'était pas intéressant. Le concept reste le même, quoi. Le fond reste le même. Là, c'était un influenceur qui devient conseiller auprès de ses abonnés, etc. Mais la forme n'a pas été la même. Il y en a un qui adorait faire des interviews, bah, on lui a laissé faire une partie de sa vidéo en interview, tu vois. Mais parce que sa communauté savait qu'il faisait tout le temps des interviews, enfin, tu vois. Et voilà. Et après, quand tu vas sur des très gros influenceurs, tu vois, qui ont plusieurs millions d'abonnés, etc., souvent, c'est eux qui ont des idées et qui te les amènent, tu vois. Parce que ils ont 10 000 idées à la minute. Souvent, ils n'ont juste pas assez d'argent pour les réaliser parce qu'ils ont des projets de plus en plus fous, machin truc. Donc là, c'est bien de voir avec eux quel truc vraiment fou, ça leur ferait plaisir et qui correspondrait avec la marque. Et puis, tu as des influenceurs, on va dire un peu plus classiques, qui acceptent en gros ton concept, mais qui l'adaptent à ta personnalité. Et ça, c'est très bien, tu vois. En fait, je pense que l'agence, son rôle, c'est de pouvoir aider le client à se projeter dans quelque chose et de faire le lien entre l'influenceur, sa personnalité et l'objectif du client, tu vois. Et quand ça c'est fait, bah, ça match. C'est-à-dire que le client est content parce que la vidéo est cool, ça ressemble bien à l'influenceur qu'on lui avait présenté et en même temps, ça vend bien son produit ou son service, tu vois. Et en même temps, l'influenceur est content parce qu'il n'a pas fait un truc qui est pub, il n'a pas fait une pub, il n'a pas fait un concept qui change totalement de sa chaîne, etc., à moins qu'il en ait envie, tu vois. Mais sa communauté est réceptive, enfin au final, tout le monde est content, tu vois. Ouais. Et donc, ouais, faut pas mal s'adapter. Finalement, c'est un peu comme quand tu as un sujet de rédaction. Pour Mhm. l'influenceur, on lui donne un sujet de rédaction et ensuite, chaque influenceur, il apporte son style, il apporte son argumentaire, il apporte ses exemples. Et, Ouais, son vécu, tu vois. C'est le truc. Ouais, non, c'est sûr. Et comment, ouais, vas-y, je t'en prie. même, tu vois, le sujet de rédaction, parfois, s'il est modifié un petit peu, c'est pas grave, tu vois. Enfin, le fond, le message que tu dois mettre, si t'as pas recopié le sujet que tu avais, je veux dire, sur ta copie, mais que tu l'as transformé un petit peu, mais que ça répond à la même question, hein, in fine, bah, c'est ça en fait qui nous importe, nous. C'est qu'on communique sur un client de la meilleure façon possible. Donc si on change un petit peu le concept, bah, c'est pas très grave, tu vois. Et, tu t'es pas déjà fait, enfin, t'as pas déjà fait face à des clients qui, par exemple, tu leur présentes une vidéo et ils se disent, tu vois, ils ont envie de modifier plein de trucs parce que à eux, finalement, ça leur parle pas tant que ça. Euh, alors, oui, mais j'ai envie de dire c'est presque notre faute, tu vois. En fait, ça nous est arrivé une fois. Nous, on reçoit une vidéo d'un influenceur, d'un concept qu'on avait vendu, machin truc. Et en fait, la vidéo nous allait pas, tu vois. Et je crois que c'était un vendredi, enfin quelque chose comme ça. Et je sais pas pourquoi on a envoyé la vidéo au client en disant bah voici la preview, est-ce que vous voulez la valider quoi. Mais en fait l'erreur qu'on a faite et qu'on fait d'habitude, c'est ça qui nous a un peu dérangé là, c'est que d'habitude on dit pour nous cette vidéo elle nous convient pas pour telle et telle raison, tu vois. Et du coup le client il nous a rappelé le lundi en disant mais je suis embêté parce que ça va pas du tout, etc., etc. Alors sur le moment, je lui ai dit, bah oui, vous inquiétez pas, nous non plus, ça nous va pas. Enfin, tu vois, mais sauf quand je l'avais pas précisé en amont. Mais Ok. maintenant, on fait très attention à ça, à justement dire, bah voilà la preview qu'elle nous a envoyée. Selon nous, il y a ça à changer. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez rajouter des choses ou pas? En règle générale, on fait plutôt bien la phase de découverte, donc il n'y a pas de surprise, tu vois. Il n'y a pas de. Alors parfois, il y a des attentes du client
mais c'est de la méconnaissance sur le sujet, tu vois. C'est est-ce qu'on peut rajouter le logo dans la vidéo? Est-ce que est-ce qu'on peut faire un autre style de montage, tu vois? On dit bah non, l'influenceur qu'on avait sélectionné, c'était lui. Mettre une vidéo. Est-ce que potentiellement dans un mois on pourra supprimer la vidéo? Bah non. Tu vois. Ça c'est des règles dans l'influence qu'il faut apprendre, tu vois, aux clients. En général, on voit ça avant dans la phase de découverte. Mais à part ça, sur le contenu pur de la vidéo, on est en général raccord avec les choses qui vont pas, tu vois, et qu'on doit modifier. Parce que c'est des choses vraiment importantes, en fait, tu vois. Donc, si ça va pas, tu vois. Nous, on sait que ça va pas passer. Donc, on préfère le dire en amont, quoi. Toi, tu le perçois comment aujourd'hui, le rapport à l'influence des marques? Tu trouves qu'elles le comprennent de mieux en mieux? Tu trouves qu'elles ont encore des difficultés et que ça demande d'être vulgarisé? Ou tu le perçois Alors là, comment? c'est vraiment un ressenti personnel, tu vois. Et je sais pas si c'est pas propre à l'agence. Parce que nous, on fait beaucoup de contenu pour vulgariser, tu vois, sur le sujet. Et les gens qui nous contactent, c'est que des gens qui ont été intéressés au bout d'un moment par notre contenu, suffisamment intéressés pour avoir téléchargé un livre blanc ou quelque chose. Donc, c'est des gens qui, quand même, sont en phase de recherche, tu vois. Et j'ai l'impression que les gens sont moins... Enfin, que les marques sont plus avertis sur le sujet et un peu moins dans un objectif de publicité 100%. Tu vois. Maintenant, ça m'arrive aussi de temps en temps de leur dire, bah, si vous voulez faire de la pub, allez sur Facebook, ça coûtera moins cher et vous toucherez plus de monde. Tu vois. Mais si vous voulez faire de l'influence, ce qui est complètement différent, où là, c'est plus vous qui prenez la parole, c'est quelqu'un qui a des valeurs, à qui vous allez vous associer, etc. Dans ce cas, écoutez nos conseils, etc. Mais souvent, maintenant, quand ils veulent faire de l'influence, déjà, ils sont plus ouverts, tu vois. On arrive plus à amener doucement des clients sur TikTok, tu vois. On arrive plus à faire des projets un peu fous, tu vois. On arrive un peu plus à créer des concepts sympas et des choses comme ça, ce qui n'était pas le cas au début de l'agence il y a 2 ans. Où en fait c'était bah voilà, on veut faire de la vente, on veut faire un machin, et puis il faut rester très sage, etc. tout le temps. Ça arrive encore, si tu veux. Mais j'ai l'impression que dans l'ensemble, les clients qui viennent aujourd'hui, c'est des clients qui veulent tester autre chose, qui en ont un peu marre du marketing traditionnel, si je peux dire, et du coup, qui sont à l'écoute en tout cas de choses un petit peu qui peuvent sortir un peu des sentiers, tu vois. Ouais, qui Et sont un peu ouverts d'esprit, quoi. voilà, qui sont ouverts d'esprit. Et alors pas tous, hein, j'entends encore quoi? Et un influenceur, il faut payer. Bah parfois oui. T'en penses quoi t'en penses quoi de ça? C'est vrai qu'en fait, l'influence, on réalise que c'est sur, en fait, ça marche entre deux lignes. Tu vois. Il y en a qui prennent ça comme du marketing. Mm. Et donc, du coup, ils ont toujours eu des budgets et c'est normal qu'on paye pour un média. Et du coup, l'influenceur est une forme de média. Et il y a d'autres professionnels, en fait, qui viennent à l'influence par les RP. Et donc, du coup, en RP, on fait des communiqués de presse. On ne paye pas pour un communiqué, on l'envoie simplement. Ou on envoie des cadeaux pour que, bah, justement, on en reparle sur les réseaux sociaux. Toi, t'en penses quoi? Tu penses que c'est plus du marketing, c'est un peu des deux? Faut payer, faut pas payer? Moi, je pense que c'est surtout des gens qui se font kiffer en faisant du contenu, tu vois, et à qui ça leur est tombé un peu dessus, tu vois. Et je dis pas que les gens du marketing sont des grands méchants, parce que j'en fais partie, tu vois, mais je pense que c'est eux qui ont saisi une opportunité, mais à la base, c'est pas leur terrain de jeu. Tu vois. C'est à eux de s'adapter, en fait, aux formes, à la création de contenu en général. Je pense que l'autre jour, tu vois, j'étais au téléphone avec un influenceur qui marche bien en plus, tu vois, et tout. Il me disait, mais en fait, moi, même si vous me payez, à moins que vous me payiez vraiment avec 10 euros derrière, tu vois, il me dit, même si vous me payez, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter de la valeur ajoutée à ma communauté. Donc, si je crois pas en votre marque, je le ferai pas, tu vois.
au final, il va travailler avec nous parce qu'on a organisé des calls entre lui et la marque. Ils ont été hyper bienveillants. Enfin, c'était hyper cool, tu vois. Et du coup, il est hyper motivé par le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que c'est l'influence, c'est marketing à la base. À la base, c'est des gens qui font du contenu, qui arrivent à fédérer autour d'une communauté. Et tu as des gens du marketing qui sont arrivés et qui ont dit ah, vous parlez à des communautés, et puis en plus, vous avez un fort pouvoir de recommandation. Est-ce que tu peux parler de ma marque, tu vois? Et c'est là où c'est devenu marketing, et c'est pour ça qu'on les appelle les influenceurs, alors qu'à la base, eux, ils aiment pas ça, tu vois. Mais sauf qu'à partir du moment où il y a de l'argent, etc., c'est eux un peu les plus forts. Et en même temps, les créateurs de contenu, je trouve qu'ils ont eu la bonne attitude pour beaucoup. C'est qu'ils n'ont pas tout accepté tout le temps, homme sandwich, etc. Aujourd'hui, les hommes sandwich, c'est de moins en moins, tu vois, apprécié, enfin, les influenceurs sandwich. Par contre, ceux qui choisissent les marques font ça proprement, annoncent les partenariats, au final, ont contribué à ce que le marketing vienne dans la création de contenu, donc l'influence au final, tu vois, mais de façon cool, tu vois, et de façon transparente. Au début, je sais pas si tu te souviens, mais au tout début des premiers partenariats sur YouTube et tout, ils se faisaient clasher en commentaire, c'était horrible, tu vois. C'était oh là là, t'es un vendu, t'as touché de l'argent, bah ouais, mais je travaille tellement pour faire des vidéos, tu vois, pourquoi je toucherais pas un peu d'argent? Et au final, un influenceur, quand il se vend, il vend. Parce que t'as fait ça par passion, t'as pas fait ça pour l'argent, voyons. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais c'est exactement ça, tu vois. Et tu vois, au final, un influenceur aujourd'hui, quand il vend une vidéo, déjà, en général, il vend sur un projet auquel il croit, tu vois. Et nous, c'est hyper important, ça. On essaie de faire vachement gaffe à ça. Si nous, on ne croit pas à une marque, c'est dur de la vendre, donc ça, on aura du mal à recruter des influenceurs, tu vois. Il vend une audience parce qu'il va parler à des gens assez spécifiques, tu vois, son audience. Il va vendre le temps qu'il va créer du contenu. Il va vendre un peu son association à la marque et son pouvoir de recommandation. Tu vois, c'est vraiment moi, je crois en ce projet. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller cliquer en commentaire ou machin truc, tu vois. Mais mais ça fait cher tout ça, Alexis. Du coup, ils vendent beaucoup de choses, l'influenceur. Ben ouais, mais en fait, ils vendent à la fois, tu vois, quand tu es sur de la pub, tu achètes ton créa, enfin, tu achètes ta créa faite par un créatif et, ou une agence machin, et la publicité, tu vois, sur un réseau ou via une régie, tu vois. Ouais, bien sûr, tu passes par une agence de production, par exemple, pour faire ta vidéo, donc ça a déjà un coût, et en plus, si tu l'as diffusé sur Facebook, tu payes le média. Et en plus de ça, dans ce système-là, tu n'as pas le pouvoir de recommandation. C'est-à-dire que c'est toi qui vas parler à ta cible. Tu vois, s'ils n'ont pas envie de t'écouter, ils ne t'écoutent pas. Alors que tu vas voir un influenceur, le mec, il te fait à la fois la créa parce que c'est lui qui va amener le truc. Il va diffuser auprès de sa cible, auprès de son audience. Et pour terminer, il va aussi convaincre, entre guillemets, sa communauté. Et là, il ne peut pas vraiment les convaincre, mais il peut leur dire que lui, ça leur plaît, et forcément que ça va convaincre 2-3 personnes, tu vois. C'est comme si c'était un bon copain qui te recommandait un truc. Donc voilà, je pense que pour répondre à ta question de départ, je pense que c'est pas marketing à la base. L'influence, si tu veux, c'est marketing. La création de contenu, il y en a plein qui le font gratuitement, tu vois. C'est pas marketing forcément. Même dans le B2B, il y en a plein qui font de la création de contenu sans. Alors ça peut être pour un objectif marketing, tu vois, mais t'as plein de gens qui créent du contenu, genre 100% gratuitement, ou qui sont rémunérés par Tipeee, tu vois, par exemple, par leurs abonnés directement, etc., ou qui vendent des formations ou machin, mais c'est pas forcément toujours dans le but de faire de l'influence, tu vois. Mais pour une marque qui, elle, veut faire de l'influence et qui va voir un influenceur, du coup, est-ce qu'elle doit y aller automatiquement avec un budget, ou est-ce qu'elle peut se dire, bon, bah, aujourd'hui, il y en a qui font encore ça par passion, et si finalement elle kiffe bien ma marque, il n'y a pas de raison qu'elle en parle pas, quoi. Non, mais pas forcément. Alors, ça dépend. Si tu passes par une agence, il faut forcément venir avec un budget, parce que l'agence, il faut bien qu'elle se nourrisse aussi. Mais si tu fais ça tout seul,
Non, tu peux essayer, tu vois. Moi, tout à l'heure, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a appelé. C'est un rappeur. Il voulait faire de l'influence. Bon, il avait un tout petit budget par mois. Je lui ai dit très sincèrement, ça me sert pas de te dire ça, mais fais pas de l'influence, tu vois. Enfin, je lui dis, fais de l'influence à titre perso. Développe ton compte TikTok parce que ça marche vachement bien. Enfin, lui, son compte, ça marchait vachement bien, tu vois. Je lui dis, rends ton contact avec des créateurs, dis-lui, est-ce que tu veux pas reprendre ma musique, etc., tu vois. Et, et surtout que lui aussi, c'est un créateur. Donc, tu vois, en fait, là, il y avait tout intérêt. Elle fait des collabs finalement, elle fait pas de l'influence. Bah ouais, tu vois. Et puis, je lui dis le budget que tu as, si tu veux vraiment faire la promotion, va sur Insta, fais de la publicité, tu vois. Là, c'est toi qui parles directement à tes futurs écouteurs, etc. Enfin, tes futurs. Oui, enfin, ton futur public, tu vois. Mais après, si une marque a un objectif, etc., à atteindre, et qu'elle arrive sans budget, bah, c'est parfois un peu plus difficile. En fait, ça dépend ce qu'elle veut, tu vois. Ouais. Si elle veut aller taper du Squeezie, Squeezie, des entreprises qui lui demandent l'aumône tous les jours, il doit recevoir je ne sais pas combien de mails, tu vois. Le problème, c'est que lui, aujourd'hui, il a le choix. Donc, il va choisir les entreprises qui lui plaisent et en même temps qu'il paye très cher, tu vois. Et il faut aussi avoir une idée en tête, c'est que un influenceur, s'il veut parler de ta marque, il peut parler de ta marque. Tu vois. Nous, l'autre jour, il y a une cliente qui nous dit, mais je trouve ça incroyable de les payer, alors que ma marque, quand même, c'est un avantage pour eux de venir communiquer pour ma marque. Et je lui ai dit, la différence, c'est que s'ils veulent venir dans votre magasin pour communiquer sur votre marque, ils peuvent le faire eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de vous. Là, c'est vous qui êtes demandeuse. Là, c'est vous qui voulez répondre à un objectif marketing, etc. Et vous faites appel à eux. Donc, vous allez leur demander un travail. Donc, il va falloir les rémunérer. Voilà. Et en effet, on a pu négocier sur les tarifs parce que ils étaient très intéressés pour aller dans ce magasin-là, tu vois. Donc ça, c'était cool. Mais par contre, on leur aurait proposé de le faire gratuitement, ils ne l'auraient pas fait. Parce que s'ils avaient envie de le faire, enfin, il y avait des contraintes quand même pour eux. Il fallait être là un samedi matin, à telle heure, il fallait faire un shooting pour après avoir de la publicité à côté, etc. Il y a des contraintes pour eux, tu vois. Donc c'est normal qu'ils demandent une rémunération aussi. Ouais, et puis tu leur demandes de respecter un délai, Ouais, il y avait un y a un contrat avec un planning. délai, des publications toutes les semaines pendant tant de jours. Enfin, tu vois, alors que eux, s'ils voulaient juste communiquer par la marque, ils seraient allés dans le magasin en disant, oh, regardez, je suis dans ce magasin, quoi, tu vois. Mais la marque, elle aurait rien maîtrisé. Le contrat, la rémunération, ça permet de cadrer les choses. Et comme avec un prestataire, tu vois. Je peux Bien demander sûr. demain sur Twitter, quelqu'un me fait un logo, s'il vous plaît. Il y en a plein qui me feront peut-être des logos, tu vois, s'ils sont sympas. Bon, je sais pas. Mais ça se pourrait, tu vois, qu'il y en ait qui débutent en graphisme, qui veulent s'entraîner, machin truc. Sauf que je pourrais rien leur imposer. Bah, c'est pareil. Enfin, c'est pas Tout à fait. imposer, mais c'est. Ouais, bien sûr, non, mais c'est clair. En plus, enfin, l'influenceur, si tu lui demandes de faire quelque chose gratos, après, même si c'est bien, comme on disait, de donner une certaine liberté à l'influenceur et de co-créer avec lui, Ouais, bien sûr. la création qu'il peut faire de lui-même gratuitement, elle va pas forcément te plaire et elle va pas forcément refléter ce que tu attends de ta marque. Enfin, Bah ouais, c'est ça. ce que Mm, tu veux mm. refléter de ta marque. Ok. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'offres si tu veux faire de l'influence. Genre, il y a des Mhm. plateformes, il y a des agences, il y a des freelances, il y a des influenceurs qui lancent leur agence. Enfin, il y a Mhm. des agents qui s'occupent du rôle des agences, des agents d'influence. Bref, il y a plein d'offres. Si on reste dans ton domaine, qui est du coup une agence, toi, c'est quoi pour toi les grandes plus-values de passer par une agence? Euh, Sans dénigrer les concurrents qui font aussi des choses bien, bien ouais, sûr. non, bien sûr. Euh, non, puis des fois, j'ai les concurrents au téléphone, et puis à chaque fois, on termine par se dire, de toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Donc... et c'est vrai, c'est véridique ce que je te dis. Je te crois. Euh, Quels sont les avantages? Bah, en fait, ça dépend un peu ce qu'en recherche le client, parce que chaque agence a aussi un peu sa patte, tu vois. Il y en a qui sont plus, par exemple, des plateformes, où là, bah, c'est plus pour piloter toi-même tes campagnes, etc. Il faut avoir un peu de temps, tu vois, en interne et tout pour le faire quand même, parce que ça t'aide logistiquement parlant, mais derrière, il faut quand même bah, faire le truc, quoi. Il y a toute la gestion de projet, tout le cadrage à faire. C'est ça.
tous les contrats, machin. Tu as des agences qui sont des agences plutôt artistiques, tu vois, qui représentent des influenceurs. C'est le cas de Frame55, tu vois, qui vient de se lancer récemment, l'agence de Micode. Alors oui, ils peuvent te faire des recos, etc. Par contre, ils te le feront sur Hugo Décrypte et Micode, quoi. Tu vois, c'est tout. Ouais, si toi, par exemple, tu as envie de parler à des Anglais parce que tu es une campagne européenne, bah, c'est Oui, complexe. voilà. Donc, si tu es une marque qui a envie de travailler avec Micode, bah, contacte Frame55, tu vois. Si tu sais que tu n'as que du budget pour Micode et que tu vas faire que ça, contacte-le, va trouver un concept avec lui et puis fais ta vidéo, tu vois. Là, Et en carrément. plus, contenu au top Bah avec ouais. Micode. Bah ouais, non, mais il fait un contenu de ouf, tu vois, Micode, moi j'aime bien. Si tu veux piloter toi-même, que tu n'as juste pas la logistique pour le faire, bah, passe par Influencer You, Cold Square ou des choses comme ça, tu vois, ou Affluence, des choses comme ça. Et puis après, bah, tu as les agences plus comme Waldo, tu vois, où là, c'est plus, nous, notre valeur ajoutée, c'est sur le conseil, l'expertise, la créativité surtout, et éventuellement l'accompagnement stratégique. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, on prend des clients qui... et encore, ça arrive parfois qu'ils aient les ressources en interne, mais ce que je veux dire, c'est des gens qui ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils ont un besoin, soit de la direction, soit d'eux-mêmes, ils se sont fixés des objectifs. Ils savent pas comment y répondre, ils savent qu'ils ont envie de faire de l'influence. Ok. Parfois, on leur dit, bah non, vaut mieux pas faire de l'influence, il faut faire autre chose. Tu vois, ça nous arrive aussi de leur dire, revenez à faire de l'influence quand vous aurez ça, sous telle condition. Tu vois. Mais c'est des gens qui ont un besoin, qui n'ont pas forcément les ressources en interne, et surtout qui manquent d'idées, parce que tu vois, sur une plateforme, tu veux faire un truc avec des influenceurs, en vrai, c'est bien si tu fais de l'affiliation sur des produits ou ou que tu offres des produits contre de la visibilité, tu vois, mais tu maîtrises pas grand-chose quand même. Enfin, si tu peux avoir les previews, etc. Mais tu vois, c'est un peu moins cadré quand même. Si tu veux un vrai concept sur une... tu dis, OK, là, je lance une campagne, tu vois, comme une campagne de print ou un truc comme ça, tu vois, une campagne télé, tu veux un esprit créatif autour de ta campagne, bah, tu viens nous voir, nous, on va te dire, OK, c'est quoi ta problématique? Qu'est-ce qui sont tes clients aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche le mieux? On va essayer de découvrir ton offre, tes services, etc. À partir de ce moment-là, on va en tirer des leçons et on va se dire, bah, nous, concrètement, on pense que ça va mieux marcher sur tel réseau, sous telle forme de mécanique, parce qu'on peut faire des swipe up, parce que là, ça redirige sur mobile. Enfin, il y a plein de contraintes techniques, tu vois. Etc. Et on pense que les types d'influenceurs qu'on aimerait aller cibler, c'est ceux-là, parce que c'est ceux qui vont le mieux parler à ton audience et ça va le faire sous telle forme. Donc là, on va parler du concept, une série de vidéos ou un live dans un truc. Enfin, tu vois, ça peut être plein de choses. Donc si je résume un petit peu, en fait, il y a d'une part, les clients sont chouchoutés un petit peu. Parce Ouais, bah oui, parce qu'il y a cette gestion de projet finalement. En fait, ça leur permet de déléguer. Tu vois, c'est surtout Oui, ça. bien évidemment. Et ensuite, deuxièmement, il y a une certaine forme d'expertise par rapport au concept créatif que tu n'as peut-être pas toujours en interne. Créatif, Si tu... fonctionnalité technique, connaissance du marché, tu vois, les tendances, tout ça. Ouais. Et ouais, c'est ce que j'allais dire. Et troisièmement, il y a aussi cette veille constante. Par exemple, toi, je sais que sur certains influenceurs, t'es calé, mais genre, tu connais tout, quoi. Genre, tu connais leur Ouais, vie, tu tu vois, connais leur date d'anniversaire, tu connais... on est différents profils dans l'agence, tu vois. Jade a connu un peu mieux, enfin beaucoup mieux que moi, les influenceurs, tu vois, par exemple, télé-réalité. Elle connaît hyper bien tout ce qui est toutes les filles, etc. Tu vois. Aurélien, il connaît vachement bien tout ce qui est au niveau du sport, tout ce qui est très influenceur créatif, humour, etc. Tu vois. Donc, on a chacun un peu nos personnalités aussi. Il y a des influenceurs qu'on préfère. Etc. Jade, elle est très voyage aussi, tu vois, par exemple. Moi, je suis beaucoup plus sur influenceur entrepreneuriat, développement personnel, qui parle de sujets de société, tu vois, des choses comme ça, actualité. Bon. Et en fait, on a un peu chacun
nos thématiques, tu vois. Ce qui nous permet aussi on fait tout le temps des points, tu vois, pour voir les dernières tendances. On s'échange tout le temps des actus, des vidéos qu'on a vues, des trucs pour tenir aussi tout le monde au courant. Mais en fait, il y a toute la partie que tu viens de dire, donc conseil, stratégie, accompagnement créatif, etc. Tu vois. Et après, il y a aussi toute la partie mise en place opérationnelle. Ça, c'est pas vraiment notre valeur ajoutée dans le sens où contacter un influenceur, on le fait plus rapidement, on a plus de réseaux, ok, on arrive mieux à négocier, on sait plus comment fonctionnent les contrats, on sait tout ce qu'il faut prévoir en amont, etc. Ça, d'accord, tu vois. Mais en vrai, quelqu'un qui le fait 1 an pour un annonceur, à la fin, il a un peu compris les mécanismes, tu vois. C'est pas la partie où il faut avoir fait des études bac+5 pour la faire, tu vois. Tu as un minimum d'empathie sociale, tu arrives à communiquer avec quelqu'un par mail, tu vois, pour essayer de trouver un accord. Tu vois, bon, tu te plantes 2-3 fois et puis après, tu arrives à trouver, tu vois. Mais Comment tu fais pour jauger d'ailleurs, si tu connais pas trop les, si tu commences une campagne d'influence, faut savoir jauger aussi un peu le tarif d'un influenceur pour bien négocier. ouais. C'est aussi. Ça, on arrive à, franchement, on fait des estimations, on en contacte tellement aujourd'hui que ça se standardise un peu. Après, il y a des surprises parfois sur certains, tu vois, qui sont vraiment plus chers que ce qu'on avait attendu ou beaucoup moins chers que ce qu'on avait attendu. En général, ça s'équilibre, tu vois, sur les poches Ouais, budgétaires. donc finalement, quelqu'un qui a un minimum d'empathie sociale et qui contacte plein d'influenceurs, au final, il va avoir des patterns de tarifs Ouais, et c'est ça, bien sûr. c'est le Bien meilleur sûr. moyen de connaître. Mais tu vois, moi, ce qu'on a remis un peu, parce qu'on l'avait un peu laissé, tu sais, parfois quand tu as beaucoup d'influenceurs à contacter, bah, c'est plus pratique par mail, etc. Mais en fait, tu vois, ce qu'on a remis récemment, c'est par exemple, les influenceurs, bah, on fait au moins un premier rendez-vous par téléphone, tu vois. Ça nous permet même si on les connaît, tu vois, leur présenter la campagne, le client, montrer notre enthousiasme dessus, c'est important, tu vois. Lui vendre le projet, lui dire, bah voilà, c'est ça qu'on a imaginé, c'est trop cool, t'imagines. Et là, il fait, ah ouais, c'est trop bien, j'ai trop envie de le faire, tiens. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, ouais, on a vraiment ces deux gros aspects-là, qui est à la fois le conseil, l'accompagnement, et à la fois la mise en place opérationnelle. Même si la mise en place opérationnelle, si tu veux, nous, si on nous demande juste une reco, qu'on nous rémunère pour cette reco détaillée, etc., limite, c'est presque plus sur ça qu'on notre valeur ajoutée, tu vois. Évidemment, la partie mise en place, conseil, accompagnement derrière est très importante, notamment pour la dernière partie qui est le reporting, tu vois. Mais savoir bien analyser les KPI de sa campagne, tu vois. Comment Ça, tu fais pour bien analyser une campagne marketing? en fait, Parce il que faut prendre. Ouais. si on regarde un peu les études, c'est l'un des points bloquants pour Mm. les marques. Souvent, elles sont un peu réticentes parce que bon, bah, c'est pas toujours, c'est pas toujours le vocabulaire utilisé Mm. dans les directions marketing, quoi. Mm. Tu parles de taux d'engagement, personne ne parle de taux d'engagement. Tu parles de nombre de vues. Enfin, c'est pas vraiment tu parles de nombre de stories, ça veut rien dire, tu vois, pour les Ouais, directions. bien sûr. Nous, on essaye de. En tout cas, techniquement, côté client, plus on a de l'ess, mieux c'est. Mais tu vois, par exemple, là récemment, on a fait une campagne assez complexe techniquement, tu vois. On a installé un décor dans un centre commercial, on a fait un live, on a développé à côté un site e-commerce. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de métiers qui se greffent autour, tu vois. Développement de site, community management, production de contenu, tout ça, c'est des choses qui se rattachent à l'influence, tu vois. C'est pour ça que nous, l'influence, c'est notre cœur de métier, mais on rattache à d'autres choses. Et tu vois, là, sur cette campagne, bah, on a fait de l'événementiel parce qu'on a créé tout un décor de A à Z en pleine période de Covid. Donc, que du click and collect, machin. On a organisé un live, donc tout ce qui est technique, vidéo, lumière, machin. On a développé un site en 1 semaine et demie, un site de Stylé. click and collect pour tout un centre commercial. Donc, il y avait énormément de revendeurs, etc. Et, et tu vois, sur ça, en fait, on n'a pas à valoriser que le nombre de ventes qu'il y a eu sur le site en ligne. Tu vois. Si tu t'arrêtes à ça,
Bah, ok, c'est une donnée qui est importante, tu vois, pour le centre commercial en question, mais en vrai, non, il n'y a pas que ça, tu vois. C'est de savoir, par exemple, combien de personnes ont vu le live et combien de personnes de la région, tu vois, enfin, ou de la ville ont vu le live. Ça va être après le rappel, tu vois, en story, combien de personnes les voient, combien de personnes partagent, combien de personnes enregistrent les posts, tu vois, des choses comme ça. Un enregistrement de post, souvent, c'est une donnée qui est pas utilisée, mais c'est hyper importante. Quand tu as un code promo dans un post que le mec l'enregistre, ça veut dire qu'il va l'utiliser, tu vois. Enfin, ou en tout cas, il y a beaucoup plus de chances qu'il va l'utiliser, tu vois. Ouais, il y a une intention d'achat. Voilà. Les commentaires, aujourd'hui, sur les reporting, quand on a des commentaires, donc sous les posts, par exemple, sous les vidéos TikTok, sous les vidéos YouTube, sous les posts Instagram, les commentaires, pouvoir faire une analyse des commentaires pour reconnaître l'émotion qu'a généré la vidéo, tu vois, c'est important de savoir comment ça a été reçu, ce type de partenariat. Tu me parlais de taux d'engagement tout à l'heure. Le taux d'engagement, juste comme ça sert à rien, tu vois. Si tu la compares à Instagram mondial, enfin, en vrai, ça te donne une indication, mais c'est pas fou, tu vois. Par contre, comparer le taux Je fais de d'engagement. l'aparté, j'ai vu un post il n'y a pas Ouais. longtemps, 60% de taux d'engagement, je trouve ça quand même fou. Mais bon, après, c'est une aparté. De qui 60%? C'était Clara Runaway, je crois. Ok, Une influenceuse cinéma qui fait des vidéos trop cool. ok. 100 000 abonnés, 60% d'engagement sur son Instagram. Putain, Et c'est elle cool. a, c'est un truc de ouf, non? Enfin, C'est quel bref, sujet? je sais plus le sujet. Mais quand j'ai vu ça, j'étais waouh, C'est trop stylé. incroyable. Ouais, bref. Et tu vois, par exemple, le taux d'engagement, nous, c'est un truc qu'on met vachement en avant, parce qu'en fait, ça permet de mesurer l'intérêt de la communauté pour le post, tu vois. Et nous, ce qu'on fait, c'est pas juste, on te dit, bah voilà, ton post a eu tant de taux d'engagement. C'est pas une donnée qui va forcément être chiffrée en termes de chiffre d'affaires, mais par contre, on dit, bah voilà, dans le mois, l'influenceur, il a fait 12 posts, tu vois. Et votre post, c'est le deuxième qui a eu le meilleur taux d'engagement. Pourquoi, tu vois? Eh ben parce que il a parlé de sa famille et que votre produit a été associé à un moment hyper intéressant, tu vois, par exemple, hyper émouvant, tu vois, des choses comme ça. Et d'ailleurs, ça se ressent dans les commentaires. Tu vois, c'est toute cette analyse-là qui va être intéressante. Mais surtout, ce qui est important, c'est de savoir sur quel objectif on travaille. Parce que analyser, par exemple, les émotions en commentaire, c'est bien quand tu travailles ton image de marque, quand tu travailles ta notoriété, savoir ce que les gens en ont pensé, tu vois. Sur de la vente, bah forcément, tu vas plutôt mesurer le nombre de clics et puis après, toute la déperdition que tu vas avoir entre le clic et l'achat, savoir si ça vient potentiellement du site de client et là aussi, tu vois, tu peux l'accompagner derrière. Ou est-ce que ça vient du fait que l'influenceur a mal communiqué? Est-ce que c'est des fake clics, tu vois? Est-ce que c'est des... peut y avoir plein de raisons. Ou est-ce que justement ça a bien marché et du coup, bah, est-ce que tu as un retour sur investissement positif? Enfin, tu vois, il y a tellement de choses. En vrai, moi, ce qui me fait rire, c'est les gens qui disent que dans l'influence, on peut rien mesurer et qui font du print. Tu vois, du print, on te dit, va y avoir 200 000 impressions. Ok, combien d'envois? 50 000. Ok, combien l'ont vraiment ouvert? Combien ont vraiment vu ta pub? T'en sais rien, tu vois. Au final, tu fais du print, c'est ça, tu vois. Dans l'influence, tu peux tellement mesurer et maîtriser de choses, tu vois. Moi, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est le MV, par exemple, tu vois. Mais souvent, on nous le demande, donc on se base sur des standards, on calcule le MV. Mais le MV, c'est pas une métrique. En fait, c'est une métrique qui est faite pour comparer un vieux marketing avec un nouveau marketing. Tu Ouais, et vois. puis tu compares tu compares un peu l'incomparable, quoi, entre une impression Ouais, qui est une publicité pour quelqu'un c'est et ça. une impression qui est un divertissement pour quelqu'un, c'est pas la même chose. Moi, souvent, on me dit, Quelque mais chose que vous vous tu rendez regardes compte, parce que, ouais, on me dit, je vais faire 40 000 vues avec cet influenceur. Pour le même prix, sur Facebook, je fais 1 million d'impressions. Je dis, mais d'accord, mais sur Facebook, vous allez être affiché, c'est 30%, une seconde, ça compte comme une vue, une mm, impression. Ok. Ici, vous êtes sur une vidéo de 10 minutes de quelqu'un qui parle de votre marque. Tu vois. Ça n'a rien à mm. voir. Ça a 1 million de valeur plus que sur Facebook, tu vois, en termes d'engagement, en termes de proximité avec votre cible. Je discutais avec un autre professionnel qui me disait pareil, il me disait euh, on a fait une campagne, tu vois, qui a fait 60 000 vues Mm, avec un influenceur pour une marque, et on a acheté 100 000 vues d'impression sur Facebook mm, sur la même vidéo, mais cette fois publiée par la marque avec l'influenceur.
Et genre, sur la vidéo de l'influenceur, enfin, quand ils ont fait la comparaison juste en termes de performance d'achat, c'est un facteur 10 Ouais, du bah, côté influenceur alors qu'il y a 40 000 vues de moins. bah ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. Parce que l'influenceur, il parle il ou elle parle à des gens qui sont de sa communauté, tu vois, et qui croient en elle, qui c'est presque une amie pour eux, tu vois. Ils la suivent pour une raison particulière, c'est parce qu'ils l'aiment bien, tu vois, ils aiment son contenu, ils aiment ses valeurs, son opinion. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Quand C'est c'est la c'est- marque qui parle, c'est moins intéressant pour eux. c'est ce fameux pouvoir de recommandation finalement qui est dur à, Ouais. qui est dur Et, à- et c'est ça, en fait, c'est pour ça qu'on dit que l'influence est dure à mesurer. C'est pas dur à mesurer si tu veux mesurer ton retour sur investissement. C'est dur à mesurer si tu veux mesurer concrètement, parce qu'on n'a pas d'unité de mesure du retour sur investissement. Ça serait intéressant à créer, tu vois, l'unité de mesure du retour sur investissement. Ouais, moi, c'est un peu ce que j'ai expliqué dans l'article, du coup, c'est de dire que finalement, le taux d'engagement, il est apparu parce que pour mesurer l'influence, on n'a pas tant de choses que ça pour dire bah, cet influenceur, on sait qu'il a un potentiel d'influence sur sa communauté parce que bah, du coup, il y a de l'engagement derrière ses posts. Du coup, Moi, c'est ce une que j'aime métrique bien dans qu'on aime bien quand on sélectionne un influenceur parce que du coup, on sait. l'engagement, il faut faire attention, tu vois, par exemple, au jeu concours, tu vois, si c'est un influenceur jeu concours, bah forcément, tu vois, son taux d'engagement, il est un peu fake. Mais, mais moi, ce que j'aime bien avec le taux d'engagement, c'est la comparaison, surtout, tu vois. Comparer entre deux influenceurs, peut-être qu'il y en a un qui fait plus de vues que l'autre, peut-être qu'il a plus d'abonnés que l'autre, mais en niveau de taux d'engagement, tu vois, est-ce qu'il va plus parler à sa communauté? C'est ça qui va être intéressant. Est-ce que ça vaut mieux de prendre deux influenceurs numéro 2, par exemple, ou un influenceur numéro un? Si l'influenceur numéro un est plus gros, mais a un plus faible taux d'engagement, ça vaut peut-être le coup d'aller sur deux influenceurs numéro 2, tu vois. Mais encore une fois, tout dépend de l'objectif. Est-ce que c'est d'engager les gens? Est-ce que c'est juste de faire des vues? Tu vois, ça dépend. Il y a une question que j'ai envie de te poser, c'est quoi un influenceur aujourd'hui? Dans le sens où, tu vois, il y a eu cette tendance, on parlait d'influenceurs, déjà c'est quelque chose de nouveau par rapport aux créateurs de Ouais. contenu, etc. Ensuite, on a fait micro-influenceurs, nano-influenceurs, macro-influenceurs. Aujourd'hui, Squeezie, il a plus d'influence que Cyril Hanouna sur Twitter. Est-ce que c'est une célébrité? C'est un présentateur? Enfin, tu vois, et c'est un peu la question que je posais aussi à Myriam des gens d'Internet, que j'ai Mmh. eu il n'y a pas très longtemps. Je lui disais, mais demain, ton blog, tu vas faire comment? Ça va devenir un blog people, tu vois, parce que c'est quoi un influenceur? Ah, Myriam, elle parle pas mal à une type B2B, tu vois, aussi. C'est un peu différent. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est qu'influenceur, comme on le disait tout à l'heure, c'est un mot qui a été inventé par les gens du marketing, tu vois, pour définir ces nouvelles personnes qui parlent à des gens, tu vois. Mais en gros, si on veut résumer, on est tous influenceurs, tu vois. Toi, tu m'as influencé sur énormément de trucs, que ce Hmm. soit au niveau pro ou perso, tu vois. Euh, Ma copine m'influence, tu vois. Je vais sûrement prendre un chat, c'est à cause de ma copine, tu vois. Elle m'a influencé. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que euh, influenceur, si on reprend les origines, tu vois, des premiers influenceurs, c'est les premiers papes qui ont autorisé, tu vois, d'ouvrir des cadavres pour voir comment ça se passait à l'intérieur pour aider la médecine, tu vois. Ça a été les premiers influenceurs de la médecine moderne, tu vois, en fait. Euh, mais tout le monde a été influenceur un peu dans sa vie, tu vois, avec des amis, avec des choses comme ça. Ça veut rien dire et tout et rien dire, tu vois, influenceur. Ouais, finalement, l'influence, c'est un outil et le marketing l'utilise. C'est ça. Euh, ouais, En fait, le truc, c'est que Cyril Hanouna, c'est un influenceur. Au final, c'est un présentateur, mais c'est un influenceur. Un créateur de contenu, c'est un créateur de contenu, mais qui peut aussi influencer des gens parce qu'il a un pouvoir de recommandation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de l'influence B2B, tu vois. C'est pas des gens qui sont influenceurs dans le B2B, c'est des gens qui ont une expertise et qui, s'ils prennent la parole, peuvent convaincre d'autres personnes qui prennent des décisions à faire la même chose qu'eux, tu vois, par leur pouvoir de recommandation. Mais en fait, un influenceur, c'est juste quelqu'un qui a un pouvoir de recommandation auprès d'une communauté qui va l'écouter, tu vois. hmm. Et, enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça que les créateurs de contenu, eux, ils ne sont pas allés sur YouTube pour influencer les gens. Donc, c'est pour ça que ça les énerve, ce terme d'influenceur.
C'est comme si demain, je disais à Cyril Hanouna, bah voilà, on a besoin d'un influenceur, est-ce que tu veux venir? Ou c'est comme si je disais je sais pas, à Emmanuel Macron, on a besoin d'un influenceur pour parler aux Français. Est-ce que tu vois, mais Je vais faire une allocution, s'il te plaît. non, mais tu vois, Emmanuel Macron, c'est un influenceur, entre guillemets. Jean-Luc Mélenchon, c'est un influenceur, tu vois. Enfin, donc voilà, je pense que le terme exact, c'est vraiment créateur de contenu. On l'utilise, le terme influenceur, parce que ça parle à beaucoup de gens, parce que c'est quelque chose qui est un peu rentré dans les mœurs. En fait, ce qu'on définit aujourd'hui comme influenceur, c'est des gens qui sont connus sur les réseaux sociaux. Tu vois. Je préfère presque le terme de youtubeur ou instagrammeur, parce que c'est plus juste, tu vois, c'est quelqu'un qui crée du contenu sur Instagram ou du contenu sur YouTube, tu vois. Et encore, ils ne sont pas limités qu'à une seule plateforme en général. Bon, mais déjà, c'est plus précis, quoi. Ouais, déjà, c'est un peu plus précis, tu vois. C'est-à-dire que leur métier, c'est avant tout de créer du contenu sur telle ou telle plateforme. C'est ça leur métier, tu vois. Après, qu'on s'en sert pour faire de la pub, c'est autre chose. Mais est-ce que c'est des influenceurs? Oui, mais dans ce cas, tout le monde est influenceur, tu vois. Je vais voir ma mère, je dis bonjour, maman influenceuse, tu vois. c'est ça, parce que au final, tes parents, ils t'ont beaucoup influencé dans ta vie, tu vois. C'est pareil. Tout le monde influence tout le monde. Et l'influence à échelle institutionnelle ou des choses comme ça, tu vois, ça existe aussi. Et c'est pas forcément une personne à chaque fois, c'est des groupes de personnes. C'est l'influence, on a toujours connu ça depuis que le monde existe. Tu vois. C'est juste que ça s'est démocratisé avec les réseaux sociaux. Il a fallu leur donner un nom parce qu'on ne savait pas encore que créateur de contenu, ça pouvait s'utiliser, je pense, comme nom. Ouais. Oui, je vais aborder quelques sujets parce que je t'avais dit que je te gardais 30 minutes et on est. Ouais, mais t'inquiète, pas de soucis. Ça va. Il y a une tendance qui me. Moi, que je vois dernièrement avec Nico, tu vois, qui lance son agence. Mais il y a plein d'influenceurs qui ont lancé leur agence. Typiquement, il y a 2 jours, je voyais Maison Grise de Pierre Cross à la base, où c'était vraiment la troupe de Pierre Cross qui a fait une collaboration avec Lena Situation, qui est chez Follow, je crois. Donc, finalement, tu vois, il y a plein de collaborations, tout ça. Et justement, en parlant par exemple de Follow, je trouve qu'il y a vraiment différentes pattes. Toutes les agences d'influenceurs, toutes les agences à proprement parler qui viennent de la publicité ont tendance à se rapprocher de plus en plus vers de la publicité. Tu vois, Follow, ils ont des studios aujourd'hui avec du matériel, ils essaient de faire des productions avec une certaine, avec un certain cachet, tu vois. Et de l'autre côté, les influenceurs, eux, continuent à favoriser entre guillemets des productions qui sont un peu plus pas low cost, mais tu vois, genre je prends ma caméra, j'ai 2 éclairages et vas-y, on y va et on fait un concept, quoi. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Alors je trouve qu'il y a une grosse professionnalisation en général, tu vois. Aussi, c'est vrai. Et je pense que si ces agences-là, exercice d'allocution, si ces agences-là arrivent à recruter des profils comme Lena, etc., tu vois, c'est aussi parce qu'ils se professionnalisent, eux, en termes de vidéo et tout, tu vois. J'ai l'impression que tu regardes, en fait, toutes les agences, tu regardes la Redbox, les mecs, ils ont des cadreurs, des ingé-sons, tu vois. Maison Grise, c'est un petit peu différent. Hein. Ils sont pas tout à fait dans le même mood. Mais toutes les autres agences, etc., ils développent surtout un côté. Tu vois, regarde McFly et Carlito. Faut voir aujourd'hui, ils font des concepts de vidéos de plus en plus fous. Tu vois, je vais me planquer dans Paris, cache-cache, etc. C'est trop fou, tu vois. Mais il y a genre 3 cadreurs, 4 mecs qui organisent toute la logistique. Enfin, c'est un truc de fou. Tu as deux ingé-sons. Enfin, c'est un truc de malade, tu vois, ce truc-là. Et d'un autre côté, tu as Squeezie qui est seul dans son salon avec un fond vert, quoi. Ouais. Alors, Squeezie, il vient de prendre des grands studios, là. Je pense que Squeezie, il a eu une transition entre Webedia et ses nouveaux studios. Mais là, dans ses nouveaux studios, il recrute du monde et tout. Il s'associe avec son frère aussi, qui a sa marque de vêtements, etc. C'est pas si amateur. En fait, je pense que c'est un côté amateur qui se donne, je dis il au pluriel, qui se donne de temps en temps, tu vois, même Pierre Cross, etc. Nous, l'autre jour, on a voulu faire un truc avec Pierre Cross. Il nous a dit je vais venir avec 2 cadreurs, machin truc, tu vois. Même si on a l'impression qu'ils prennent leur caméra et qu'ils font ça, on arrive quand même dans des choses de plus en plus professionnelles, aussi pour justifier les prix qu'ils pratiquent, tu vois, parce que
Ils touchent des grandes audiences, mais ils ont aussi la possibilité de le faire, tu vois, de faire un contenu de plus en plus quali, mais ça reste dans des codes particuliers. Ça reste les codes de YouTube, tu vois. En fait, ils gardent les codes de la plateforme et ce côté amateur, ça fait partie des codes, mais en fait, c'est plus vraiment si amateur que ça. C'est plus vraiment amateur. Tu regardes le matériel qu'il a, Squeezie, c'est incroyable, tu vois. Même ses studios et tout, enfin, tout le monde tourne pas, tous les youtubeurs tournent pas dans des studios avec ce type de matériel, tu vois. Il a Luciole avec lui qui le manage sur toutes ses vidéos, qui manage ses partenariats, tu vois, il a une équipe autour de lui, tu vois, c'est quand même une professionnalisation de fou. Et puis je pense que c'est difficile de comparer un Squeezie avec un Léo Duff, un Julien Fabreau, tu vois, parce que c'est pas aussi le même niveau. Mais tu vois, tu regardes Léo Duff, c'est hyper pro, hyper carré, ces vidéos. Julien Fabreau, c'est hyper pro, hyper carré. T'as l'agence Emakina Influx, bah, tu vois, c'est aussi Romain Laneri, c'est tout ça, ils sont regroupés pour faire une agence qui marche bien, tu vois, mais aussi qui se professionnalise, tu vois, alors, ils se professionnalisent soit en termes de vidéo, et c'est le cas, tu vois, par exemple, chez Emakina Influx, mais aussi en termes d'accompagnement, tu vois, ils proposent des choses vraiment concrètes sur comment on va aller toucher ta cible, tu vois, ils font pas que de la production vidéo, et j'ai vraiment moins l'impression qu'il y a vraiment une professionnalisation aujourd'hui dans le métier au niveau du contenu qui arrive à se financer notamment grâce au partenariat, mais pas que, tu vois, il y a plein d'autres façons de faire. Et aujourd'hui, les nouvelles agences qui font rêver les plus petits influenceurs, c'est ceux qui vont avoir le meilleur matériel, le meilleur accompagnement, des choses comme ça, tu vois. Je trouve que les influenceurs sont de plus en plus professionnels. Il y a un moment où on trouvait, où il y avait un peu ce côté influenceur princesse, tu vois, genre faut les prendre en charge, faut s'occuper d'eux, faut tout leur faire, tu vois, genre les agences c'est un peu on travaille le samedi, le dimanche, le lundi à 8h, à 10h, à 23h, tu vois, genre s'il y a un problème, faut être là pour pouvoir les aider. Est-ce que toi tu trouves que c'est encore vrai ou est-ce qu'aujourd'hui bon bah ils ont l'habitude de travailler avec des marques et du coup il y a vraiment un professionnalisme qui s'est instauré. Il y a toujours des influenceurs princesses. Je pense qu'il y en aura toujours. Mais comme partout, en fait, à partir du moment où tu as une petite renommée, tu peux te permettre plus de choses. Tu vois. Enfin, non, tu peux pas, mais il y en a qui se permettent plus de choses. Mais je pense surtout que il y a aussi plus de concurrence, tu vois, dans l'influence. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont connues par les réseaux et que tu peux être très, très vite évincé. Et je pense qu'ils font aussi un peu attention à ça. Le ressenti sur la personnalité, sur la personne, tu vois, c'est hyper important. Non, je pense que moi, j'ai jamais eu vraiment de problème, tu vois, avec un influenceur. Parfois, il y en a qui ont des demandes un petit peu relou, tu vois, mais ça, c'est comme avec tout prestataire avec qui tu travailles, en fait, de temps en temps, voilà. Mais non, je pense que c'est un peu fini cette mode où il y a 3 blogueuses mode sur un sujet qui du coup se prennent pour des princesses, tu vois. Ça existe encore, mais il y a tellement de concurrence, tu vois, notamment sur la mode, le maquillage, des choses comme ça, que c'est pas. Et puis il y a aussi un truc important, c'est que les marques ont aussi compris comment travailler avec eux, tu vois, notamment grâce aux agences, mais pas que aussi. Il y en a certaines marques qui se sont éduquées en interne. Mais il y a aussi ça, c'est qu'avant, on les contactait mal, la relation était un peu malsaine, tu vois, et du coup, c'était toujours un peu tendu. Alors que maintenant, on les contacte mieux, tu vois, on se dit, OK, on va faire quelque chose qui va nous servir tous les deux, tu vois. Et du coup, voilà, on prévoit mieux les choses, je pense, enfin, ça se professionnalise de manière générale. Ouais, finalement, c'est ce que tu es en train de dire, c'est que ça se professionnalise de tous les côtés. Ça se professionnalise de tous les côtés, c'est sûr. Et puis, ça se voit, tu vois, on en parlait Il y a tout une à forme de l'heure. maturité qui arrive dans cette industrie de l'influence qui était assez nouvelle il y a quelques années et qui aujourd'hui
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les prix augmentent, les influenceurs vraiment quali se font de plus en plus rares, enfin pas de plus en plus rares, mais vont comment dire? Il y a plus de demandes, donc c'est plus dur de les avoir aussi. Ouais, il y a plus de demandes, et puis ceux qui sont beaucoup demandés sont vraiment beaucoup demandés, tu vois. Et c'est un marché qui arrive à un niveau de maturité intéressant, tu vois, et que les gens commencent à comprendre que, enfin, vraiment, c'est vraiment un phénomène de professionnalisation à tout niveau, ouais. Il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé quand tu t'es présenté, mais tu donnes des cours, il me semble, toujours. Oui, c'est vrai. Et finalement, tu donnes des cours aussi sur l'influence. Ouais. Et donc, ça C'est vrai montre. que celui-là que tu pas dit dans la présentation, c'est une bonne partie de ma vie, quoi. Et donc, du coup, ça fait un peu je parle de ça parce que du coup, ça fait un peu le lien. Moi, quand j'étais en école de commerce, l'influence, mais à aucun moment dans mon programme, quoi. Enfin, ni même dans mes livres de marketing, ça n'existait pas. Nous, en commençant à en entendre parler, on voyait des placements de produits Oreo aux États-Unis, un peu de partout, mais c'était le tout début. Et aujourd'hui, ça arrive dans les écoles, donc est-ce que pour toi, c'est aussi un signe? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on leur apprend Pour te donner une idée, aux jeunes? l'année dernière, j'ai donné, je crois, une 60aine d'heures de cours sur. Non, là, il y a 2 ans, pardon. Je donnais une 60aine d'heures de cours, pas sur l'influence. Tu vois. Ouais. L'année dernière, j'ai donné 60 heures de cours, pas sur l'influence, plus j'ai donné une 15aine d'heures de cours sur une classe sur l'influence. Cette année, au total, j'ai 155 heures de cours. Wow. Et C'est j'ai, un package. dans 3 écoles, je dois avoir. Attends, je fais le calcul rapidement. 40. Je dois avoir une centaine d'élèves au total sur l'influence, répartis sur je sais pas combien d'heures de cours, mais beaucoup, tiens. Donc je dors plus beaucoup. Non, mais en vrai, ça me prend beaucoup de temps. Je pense que l'année prochaine, je verrai comment je vais faire, etc. Mais en dehors de ça, c'est vrai que cette année, je me suis dit, ah ouais, l'influence, ils ont tous compris que j'ai été contacté par plein d'écoles. Et encore, sur LinkedIn, je suis contacté par des écoles et tout pour donner des cours. C'est un sujet qui intéresse de fou. Et ce qui m'étonne, tu vois, c'est que les élèves, moi, je me suis dit, je vais arriver devant des gens qui, en fait, vont déjà tout connaître quasiment, tu vois. Rien leur apprendre. Et en fait, donc déjà, j'apprends pas que de la théorie sur ce que c'est, machin truc, mais j'en apprends aussi beaucoup de méthodes. Et ça, c'est important parce que je pense qu'on n'est plus dans un système éducatif où on apprend des choses, où il y a le mec qui sait tout et puis les élèves qui doivent apprendre. Tu vois, je pense qu'on est plus sur je te montre ma méthode et toi, tu peux appliquer ça dans ton monde pro après. Tu vois. Bon, bref, ça, c'est une aparté. Mais oui, je donne tellement d'heures de cours aujourd'hui sur l'influence que je me dis, c'est fou, quoi. C'est fou. Et puis même au niveau des formations, tu vois, on nous demande des formations maintenant sur l'influence en entreprise. Mais c'est fou, mais c'est bien, parce qu'au final, c'est comme ça aussi. Nous, on fait énormément de contenu à côté, tu vois, de vulgarisation pour expliquer comment ça marche, ce que c'est, pourquoi. Tu vois, on fait des articles, même des fois des trucs sympas. Tu vois, l'autre jour, on a fait un article sur pourquoi les médias parlent que d'argent quand ils parlent d'influence, tu vois. On fait des trucs comme ça. Et en fait, ça permet aux gens aussi de comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est là, ce que ça fait, etc. Et on sent qu'il y a cette demande-là. Et c'est pour ça aujourd'hui que les gens qui nous contactent, c'est principalement des gens qui ont vu du contenu parce qu'ils se renseignent sur le sujet. Ça fait des vues aussi, l'argent. C'est pour ça que nous, on a parlé d'argent pendant 25 minutes au début. Je crois pas. Mais c'est une des parties de notre analyse. Ouais. Il n'y a pas que ça, mais en effet. Autre chose qui fait des vues en ce moment, c'est TikTok. T'en penses quoi de TikTok? J'adore TikTok. T'adores TikTok? J'adore TikTok. J'ai dû limiter mon téléphone à 22h le soir pour pouvoir me coucher tôt. Et du coup, à 22h, j'ai toutes mes applications qui se coupent et j'ai limité TikTok à 1 heure par jour. Et pour ça veut dire quelque chose, quand même. 1 heure par jour, c'est déjà pas mal. Ouais. Et tu sais que j'étais à 8 heures par semaine de TikTok. Ah ouais. Et depuis que j'ai fait ça, je suis à entre 20 minutes et 3 heures.
En fait, là, en ce moment, on a fait un livre blanc sur TikTok, donc vraiment, je passais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur TikTok. Mais en général, je suis à 20 minutes par semaine maintenant. Non, mais j'adore TikTok. Qu'est-ce que tu aimes sur TikTok, du coup? J'adore TikTok parce que j'aime bien pas faire comme tout le monde et il y en a plein qui connaissent pas et j'aime bien leur dire vous êtes des gros boomers. C'est vrai en plus. Non, j'aime bien les. En fait, j'aime bien dire aux gens j'étais là avant vous, tu vois. J'aime bien leur dire je connais la plateforme parce que ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je l'utilise. J'aime bien tout ça. Et en dehors de ça, j'aime bien TikTok, plus précisément l'application, parce que je trouve que il y a tellement de choses. Tu vois, en fait, c'est un très bon compromis entre le divertissement. C'est un très bon compromis entre YouTube et Twitter, tu vois. Ouais. En gros, c'est un contenu qui se consomme rapidement, mais qui est trop cool. Et leur algorithme et leur façon de naviguer sur l'application est très bien faite dans le sens où ça t'incite à toujours aller voir plus et à te dire bon, à la prochaine, j'arrête. C'est un peu comme une drogue, tu vois. Je trouve ça hyper bien. Et à la prochaine, j'arrête. Et au bout de 2 heures, tu te dis, bah attends, la prochaine, elle est passée depuis longtemps. Là. Ouais, sauf que la prochaine, elle était encore mieux que la précédente parce qu'il te comprend encore mieux. Et celle d'après est encore mieux que la dernière. Non, en vrai, il y a des choses qui vont pas sur TikTok, je trouve. Par exemple, la façon dont ils calculent le nombre de vues, des choses comme ça, tu vois. Il y a des choses qui sont incroyables sur TikTok. C'est la façon d'émerger sur TikTok, la façon de pouvoir être vu malgré le fait que tu n'aies pas beaucoup d'abonnés, tu vois. Il y a énormément de choses que j'aime sur TikTok, les codes de la plateforme, la diversité. Voilà. Pour ceux qui pensent encore que sur YouTube, il n'y a que des vidéos de chats qui dansent ou qui font du piano, tu vois, je pense qu'ils ne sont pas prêts pour TikTok. Pour ceux qui pensent que TikTok, c'est encore Musical.ly où il n'y a que des gens qui dansent, bah, pareil, ils ne sont pas encore prêts. Mais pour ceux qui pensent que vraiment TikTok, c'est un endroit où il peut y avoir de la diversité, etc. Enfin, moi, tu vois, j'aime la photo, etc. Il y a des contenus de photographes qui sont tellement cool sur TikTok. Tu vois, c'est vraiment... ils t'expliquent comment faire telle photo, comment rechercher tel truc et tout. Enfin, c'est trop cool. Si tu aimes le divertissement, tu as plein de divertissements. Enfin, ouais, c'est franchement hyper cool. Tu as des mecs qui te conseillent pour faire du social media correctement. Enfin, tu as vraiment énormément de contenu et de diversité. Moi, c'est ce qui me plaît. Et c'est ce qui doit plaire à beaucoup de gens aussi parce que ça a une augmentation quand même assez conséquente. Mathieu Flegg a d'ailleurs émis l'idée que peut-être TikTok deviendrait plus fort qu'Instagram en 2021, tu vois. Donc, après, tu vas me dire, c'est pas bien compliqué, hein, parce que puisque maintenant tu ouvres Instagram et que tu tombes sur les TikTok. Non, mais quand. Les gens re-uploadent, je sais pas ce qu'ils font Instagram, mais les gens re-uploadent leur TikTok sur Instagram, donc du coup, tu ouvres Instagram, tu tombes sur des TikTok, tu fais bon, bah, ok, je vais sur TikTok. Je pense que les Reels ont contribué à la réussite de TikTok, mais en fait, quand tu vois le nombre. Enfin, le TikTok, en termes d'utilisateurs, ils ont fait ce que Facebook a fait en 8 ans. Tu vois. Donc, c'est. Ou 7 ou 8 ans, je ne sais plus. Donc, c'est incroyable, en fait, tu vois. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que c'est un Vine et que ça va mourir, tu vois. Déjà, ils sont bien plus connus que Vine, que Vine à l'époque, tu vois, déjà, premièrement. Deuxièmement, vu les investissements qu'ils ont derrière, la société qu'il y a derrière, etc., c'est pas prêt de s'arrêter. Et pour terminer, on s'en fout, tu vois, si ça s'arrête demain. Le principal, c'est d'y avoir été au bon moment, là, au moment où il y a de l'audience. Et le moment où il y a de l'audience, c'est maintenant. Ouais, mais parlons-en de cette audience. Le problème, c'est qu'ils ont pas de pouvoir d'achat, les gamins, là-bas. Tu me charries, là. Ouais, je te charrie, je fais exprès.
C'est sûr. Non, mais en vrai, t'en penses quoi pour les marques? Tu penses que J'en c'est un pense réseau que social sur J'en lequel il pense faut qu'il y va aller? falloir télécharger notre livre blanc sur TikTok, mais vous verrez que TikTok, en fait, il n'y a pas que des gamins, loin de là. Et c'est un réseau qui est très diversifié. Alors, grâce ou à cause, je sais pas, du confinement, tu vois. Il y a eu beaucoup de gens il y a eu des pics d'inscription. Et aujourd'hui, c'est plus un réseau d'enfants. Tu vois. Évidemment, il y a des enfants toujours. Mais pas que. Il y a des gens de 25 ans sur TikTok. Et il y en a. L'avantage de TikTok aussi, c'est que quand tu es viewer, tu peux très facilement être créateur de contenu. Beaucoup plus que sur Instagram ou pour le coup, ça se rapproche un peu de Twitter, tu vois. Sur Twitter, tu es viewer, mais tu es aussi créateur de contenu. Sauf que sur TikTok, tu peux exploser. Et du coup, tu as de plus en plus de contenus aussi qui sont faits par des gens plus âgés. Et le truc, moi, le truc où je me suis dit, bah, c'est bon, TikTok, c'est sûr que ça va fonctionner, c'est à partir du moment où tous les YouTubeurs de la première génération sont venus sur TikTok. Là, je me suis dit, OK, c'est bon. TikTok, ça va rentrer dans les mœurs. C'est quelque chose qui va rester, tu vois. C'est sûr. Très bien. Voilà. Est-ce que tu as une opinion sur le marketing d'influence que toi tu crois et qui pourrait faire débat dans l'industrie? Genre un peu unpopular opinion, tu vois. Euh, Et après, j'arrête de t'embêter. C'est dur comme question, ça. C'est dur, d'autant plus que je te l'ai pas envoyé avant, donc. Ah bah oui, non, non, mais bien sûr. Il y a une opinion populaire auquel je pense. Je sais pas si c'est. On verra. Je pense que, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. En vrai, je pense qu'il y a de la place pour tous ceux qui vont être bons, tu vois. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire au maximum. C'est de vraiment avoir une valeur ajoutée. Mais je pense qu'il ne va pas y avoir de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences qui se créent, il y a beaucoup d'agents, il y a beaucoup de machins, de trucs. Il y a déjà plein d'entreprises dans l'influence qui ont fermé. Que ce soit dans les premiers networks ou que ce soit aujourd'hui dans des agences, des trucs comme ça. Je pense que en fait, c'est un effet de mode, donc tout le monde s'y intéresse, etc. Et qu'à un moment, ça va retomber. Tu vois. La première fois qu'on a pu faire de la pub sur Google ou sur Facebook, ça a été des effets de mode aussi. Tu vois, les gens s'y sont mis, etc. Sauf que maintenant, on est un peu plus habitué à communiquer via le digital, donc les effets de mode sont encore plus amplifiés quand tu as un nouveau truc qui arrive. Mais demain, il y aura peut-être un nouveau. Je pense que ça va rentrer un peu dans une case presque de marketing traditionnel, tu vois. Pas sur les concepts et tout qu'on va trouver, mais plus sur la façon de faire, tu vois. C'est, on fera un peu de ça, un peu d'influence, un peu de, tu vois, ça sera plus logique. Aujourd'hui, ils se disent, oh, on va faire de l'influence, c'est incroyable, tu vois. Ils ont l'impression qu'ils vont aller sur Mars, alors que, en vrai, ils vont faire du marketing, tu vois. Donc, je pense que ça va rentrer un peu plus dans une case, et un peu comme les agences de SEO ou les agences de social ads en général, community management, tout ça. Tu vois, community management, pendant un moment, c'était la folie, tu vois, de créer des agences de community management. Et ben, à un moment, ça va un peu se standardiser aussi. Et du coup, bah, les agences qui seront pas bonnes dans le sujet, soit elles vont réussir à se reconvertir ailleurs, soit elles vont s'arrêter. Et je parle d'agences artistiques, d'agences d'influence qui accompagnent des marques. Je pense que voilà, ça va évoluer et C'est vrai qu'il y a j'entends une pas tout le monde à terme. multiplication d'acteurs sur ces dernières années, mais ce sera pas toujours le cas, quoi. Ouais, je pense que et c'est pour ça que nous on essaye d'être bon dans ce qu'on fait, c'est parce que on fidélise nos clients, etc. Pourquoi? Parce que bah, on sait que si on n'est pas bon, en fait, je pense que si on reste en place, on restera parmi les agences d'influence, tu vois, justement. Mais
Mais si tous nos clients partent, au bout d'un moment, on aura de moins en moins de clients. Et ça paraît logique dit comme ça, mais parce qu'aujourd'hui, je pense qu'une agence, tu vois, qui fait mal son travail, qui perd tous ses clients au fur et à mesure, c'est une agence qui peut trouver de nouveaux clients en même temps, tu vois, et qui peut survivre grâce à ça, tu vois. Nous, si aujourd'hui, tu vois, Leclerc, c'est un de nos plus gros clients, et ben, il continue avec nous, c'est parce qu'on s'occupe de lui correctement, en tout cas qu'on fait le maximum pour s'occuper de lui, tu vois, et comme avec tous nos clients d'ailleurs, et parce qu'on a envie de le fidéliser, parce que s'il reste avec nous, j'espère le plus longtemps possible, nous, ça nous permet d'exister. Et puis si un jour il veut partir dans une autre agence, il partira dans une autre agence, mais nous, on aura d'autres clients qui seront fidèles, et c'est comme ça que ça va fonctionner, tu vois, comme toutes les agences, en fait. Il ne faut pas profiter de cet effet de mode, de se dire, au final, tout le monde veut un peu tester l'influence, donc je vais prendre que ceux qui testent tout le temps, et puis je vais faire mon chiffre d'affaires avec ça, tu vois. Au bout d'un moment, ça ne marchera plus. Ouais, la mode la hype va redescendre, et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut écouter ses clients, parce qu'à un moment, les agences d'influence, ça va devenir quelque chose de standard, banal, et il y aura moins de place pour tout le monde que ce qu'il y a aujourd'hui. Super. C'est quoi le meilleur moyen pour te contacter? Le téléphone. Eh bien, soit directement sur le site www.agencewaldo avec un w.com, soit sur mon email a.pineaud, c'est PINEAUD, @agencewaldo.com. Voilà, c'est les principaux contacts. Ou sur Twitter, ou sur LinkedIn. Je suis très actif sur LinkedIn. Ou sur YouTube, si vous voulez voir Alexis Pinaud sur YouTube. Enfin, voilà. Mais ou sur TikTok. Parce que tu passes 1 heure par jour. J'ai plus trop le temps de faire des vidéos en ce moment, mais ça marche. Merci beaucoup. C'est cool. Merci.